J'étais à plus de 700 000 francs le mois. Donc j'étais très bien payé, oui. Gagner 700 000 au Cameroun, nous sommes à plus de 1 000 euros, plus de 1 000 dollars. Je pense que même ceux qui sont à l'étranger, personne ne pourrait quitter le Cameroun pour aller à l'étranger gagnant 700 000 au Cameroun. Pendant que nous étions en formation, je t'ai posé une question. Et je ne sais pas si tu te rappelles, si tu te souviens de la question. Je t'avais posé la question de savoir, est-ce qu'on peut réellement vivre du trading? Ça a été difficile pour moi de faire comprendre à mes proches que voilà, je pars d'un domaine où j'étais en sécurité, j'avais tout ce que j'avais pour un domaine comme ça. Et quelle est l'appréciation à la maison au retour et de voir une femme qui sait que son mari sort chaque matin pour aller travailler et que depuis un certain temps il ne sort plus. Il est à la maison, il est dans sa chambre, peut-être les choses ne démarrent pas très bien comme cela était prévu. Quel est le sentiment? Comment on vit cette situation? J'ai sacrifié beaucoup de choses. J'ai sacrifié mon honneur à un certain moment, l'appréciation, mon bien-être même. J'étais obligé de passer par là. Quel est le temps de fréquence de retrait de Yuri par mois? Et c'est en moyenne combien aujourd'hui? Bonjour et bienvenue. Nous avons l'honneur de recevoir pour cet épisode Yuri Elvis. C'est un trader d'un parcours atypique, d'ingénieur à génie civil à trader professionnel. Son parcours est inspirant et il aura l'occasion de partager avec nous des anecdotes, des leçons tirées de ses erreurs et des performances qu'il a eues sur les marchés financiers. Bonjour Honoré et bienvenue à cette émission. Bonjour Gédéon, bonjour. Nous sommes très heureux de te recevoir sur ce plateau pour parler de ton parcours, de ta carrière de trader qui est d'ailleurs très inspirante. Et ta voix n'était pas très facile, surtout que nous sommes dans différentes villes. Il a fallu que tu prennes tout un long trajet pour être ici. En tout cas, nous sommes très honorés et nous sommes aussi certains que les invités qui nous regardent pourront s'apprêter à bien dévorer tout le contenu qui sera distribué sur ce plateau. Donc, merci encore de nous avoir honorés en étant là. Honoré, de nous avoir honorés, ça sonne très fort. C'est moi, peut-être je me dis je suis privilégié. C'est moi qui vous remercie et le plus honoré, c'est moi. Ok. Donc, merci pour l'accueil. Avec plaisir, avec plaisir. Et rapidement, pour aller direct, vous êtes trader aujourd'hui, mais vous n'avez pas toujours été trader, vous êtes passé par plusieurs casquettes. Est-ce qu'on peut les savoir? À la base, je suis technicien supérieur de génie civil. Ouais. Donc, j'ai commencé là de formation. Ouais. Et bon, généralement, il y a des métiers qu'on fait parce qu'on nous a poussés à les faire. Ouais. Comme le génie civil, c'était pas par choix, mais c'est parce qu'il n'y avait rien de mieux. Alors, voilà, je me suis retourné, je me retrouve dans le trading. C'est l'amour, hein. C'est l'amour du métier. J'ai ressenti quelque chose, j'ai ressenti l'appel, un peu comme on dit la vocation, voca, c'est l'appel. Ouais. Donc, vous êtes technicien en génie civil. Pendant combien d'années? Technicien en génie civil, j'ai fait plus de 10 ans. J'ai occupé beaucoup de postes de responsabilité. Je me souviens, les 2 derniers, dans 2 entreprises, j'ai été technicien, j'ai été le directeur technique dans une entreprise d'un grand frère à moi. Là, c'était la famille. Et puis, j'ai également occupé le même poste dans une autre entreprise. Et voilà, j'ai tout lâché pour suivre. En combien d'années, on comptabilise combien d'années dans ce métier-là? Dans le génie civil, oui. J'ai plus de 10 ans. J'avais plus de 10 ans quand j'ai rentré dans le trading. Donc aujourd'hui, ça fait à peu près peut-être une histoire de, on peut dire 15 ans. Et est-ce qu'au Cameroun, un tel métier paye bien son nom? Pour moi, j'ai peut-être eu la chance d'avoir des personnes autour de moi et
Et d'avoir aussi des valeurs, parce que c'est surtout ça. Tu peux être formé, tu peux avoir tout ce que tu as, mais si tu n'as pas des valeurs, tu ne peux pas... au Cameroun, pour dire vrai, ce sont des métiers qui sont difficiles. C'est beaucoup plus des recommandations, des métiers de confiance, des métiers où si je connais X qui connaît, c'est comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus des recommandations et c'est pas facile. Et même pour travailler, que ce soit pour le gouvernement, que ce soit pour les particuliers, c'est tellement difficile. C'est compliqué. Mais moi, j'avais quand même, j'ai eu cette chance-là. Peut-être mon dernier contrat avec, pas celui de la famille, j'étais à plus de 700 000 francs le mois. Donc j'étais très bien payé, oui. Ouais, c'est très bien payé au Cameroun. Un pays où je pense que le SMIC est à 42, je pense un truc comme ça. Gagner 700 000, c'est plus que la grande classe en termes de rendement. Et c'est justement ça qui surprend. Gagner 700 000 au Cameroun, nous sommes à plus de 1 000 euros, plus de 1 000 dollars. Je pense que même ceux qui sont à l'étranger, personne ne pourrait quitter le Cameroun pour aller à l'étranger gagnant 700 000 au Cameroun. Plus encore, refuser un tel salaire pour s'engager dans une activité qui comporte autant de risques qu'est le trading. Qu'est-ce qui peut réellement motiver une personne à prendre une telle décision? Déjà, ça commence comment? Vous découvrez le trading comment? Bon, j'arrive là par hasard parce que chaque fois, moi j'ai une culture. Quand j'ai un peu de temps, j'investis sur moi. Quand on dit investir sur soi, c'est mettre quelque chose dans mon cerveau. Donc, et puis je ne me retrouvais plus dans le métier de génie civil. Alors, je sors d'une brousse, j'arrive à Yaoundé. Mon premier contrat, je l'ai eu, il était un peu à 600 km de Yaoundé. Loin de ma famille, mes enfants, tout le monde, j'ai abandonné, je suis allé travailler. Et quand je sors de la brousse, je manque de repères. Je ne me retrouve plus. Je me dis, il y a peut-être un choix à faire. Alors j'arrive ici, je suis arrivé pour des congés. Pendant que je suis là pour les congés, je tombe sur un post Facebook. Déjà, à partir de 2017, 2018, il y avait la hype des crypto-monnaies pendant le bull market. Mes amis en parlaient, tout le monde en parlait. Bon, ça entrait ici, ça sortait de l'autre côté, mais je faisais quand même des recherches là-dessus. Et puis, en 2020, 2021, pendant la période de Covid, je sors de la brousse. Tout est fermé, c'est compliqué de circuler. Je décide d'apprendre j'avais un choix entre aller faire l'anglais, que j'aime bien, que je ne l'ai pas réalisé ces rêves, ou ajouter une compétence, enfin, ajouter une connaissance supplémentaire. Alors je tombe sur un post Facebook, je crois que c'était notre première rencontre et je profite pour dire vraiment merci, parce que il y a des gens qui impactent. Peut-être tu ne m'as pas directement en trading, tu ne m'as pas formé directement, mais en crypto, j'ai reçu une formation de toi. Mais le dynamisme, et il y a beaucoup de choses. Tu as joué un peu le rôle du starter à moi, et puis, bon, voilà, le reste, j'ai suivi simplement mon rêve. Et je savais que, comme mon père nous disait toujours, suivez vos rêves et ne vous inquiétez pas du chemin, parce que vos rêves, ils connaissent la route mieux que vous-même. Ouais. C'est vrai que ça me fait toujours chaud au cœur lorsque tu le dis. Avoir le niveau où tu es aujourd'hui, le savoir que tu régorges, c'est plutôt un honneur de savoir par moment que tu es passé sur l'ombre, je vais dire, d'une personne comme moi à un moment donné. Et là, ça devient plutôt un honneur de le dire, puisque la rap est aujourd'hui très élevée au point où c'est très difficile pour moi de m'en souvenir que oui, à une date précise, Yuri n'avait peut-être pas encore trop de notions dans le domaine des marchés financiers et qu'il était venu vers moi. Et c'est ça qui est valorisé, la capacité pour une personne de prendre quelque chose et de l'amener au-delà de la vision de la personne qui lui a proposé. Parce qu'en réalité, ta vision dans ce domaine
est vraiment très élevé. À voir ce que tu réalises, je pense que ton école aujourd'hui est plus grande que toute école d'un formateur qui t'aurait pris à un moment donné du trajet. En tout cas, on se sent aussi honoré de le savoir. Et là, maintenant, tu vas certainement te former en crypto, après tu vas maîtriser, tu vas t'engager dans le trading, des domaines qui sont des sommets de compétences à l'heure où je parle, puisque tu encadres plusieurs personnes. Mais la grosse question, c'est de savoir à quel moment on décide de dire, on va mettre 700 000 de côté. On a une famille, c'est-à-dire une femme, des enfants. On a même une famille large, on est en Afrique, on a certainement des responsabilités au-delà de notre famille, je veux dire quoi, de notre petite famille. À quel moment on prend un tel risque? Parce qu'il faut dire, c'est un gros risque. Je sais pas comment répondre, mais je crois que j'ai suivi beaucoup plus mon cœur. Mon cerveau. Le cœur compte dans ce genre de choses. Bon, si, oui, quelque part, oui. Il y a des choix qu'on fait, ça ne vient pas de nous. C'est comme si c'est divinement proportionné et puis à un certain moment, tu passes à l'action et tu t'engages là-dessus. J'ai pas très rapidement lâché le génie civil. Il faut savoir qu'un jour, pendant que nous étions en formation, je t'ai posé une question. Et je ne sais pas si tu te rappelles, si tu te souviens de la question. Je t'avais posé la question de savoir, est-ce qu'on peut réellement vivre du trading? Okay. Ah ouais, bon, toi-même, la réponse te faisait peur. Ouais. Parce que je t'ai posé une question en orientant la réponse. Ouais. Voilà. Sachant que j'avais une idée de ce que tu faisais. Oui, justement. Je savais à peu près ton niveau de vie. Tu vivais une vie vraiment, parmi même les apprenants de la formation, tu faisais partie des personnes qui étaient plus assises. Et là, ça devenait compliqué peut-être pour un formateur de dire non, on peut vivre du trading, il faut abandonner ce que tu fais déjà. Voilà. Il faut parfois être mesuré. Je m'en souviens bien. Alors, la réponse que tu me donnes ce jour-là, tu m'as dit oui, mais il faut faire attention parce qu'il faut d'abord avoir une certaine sécurité derrière avant de lâcher cette branche-là. Tu as déjà un acquis, tu as un boulot, tu as une situation financière stable, tu as une petite famille, donc il ne faut pas lâcher là-bas. Mais j'ai suivi mon cœur, ça c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Mais je ne recommande ce que je ne recommande pas aux gens. Parce que au-delà de ce que j'ai aujourd'hui, j'ai sacrifié beaucoup de choses. J'ai sacrifié mon honneur à un certain moment, l'appréciation, mon bien-être même. J'étais obligé de passer par là. Mais je crois que j'avais besoin de ça. Tu as suivi ton cœur. Et jusqu'aujourd'hui, tu ne penses pas que ton cœur t'a trahi? Du tout. Pas du tout, naturellement, puisqu'on voit très bien les exploits que tu réalises. Et quelle est l'appréciation à la maison, au retour, et de voir une femme qui sait que son mari sort chaque matin pour aller travailler et que depuis un certain temps, il ne sort plus. Il est à la maison, il est dans sa chambre. Peut-être les choses ne démarrent pas très bien comme cela a été prévu. Quel est le sentiment? Comment on vit cette situation? Vous connaissez les femmes et surtout la famille. Vous savez, la femme se comporte un peu comme un enfant. Ce sont les caprices, elle cède à ses caprices. Elle ne cherche pas à comprendre la vision long terme, parce que moi je suis venu avec un projet long terme. Elle regardait là. Ça a été difficile pour moi de faire comprendre à mes proches que voilà, je pars d'un domaine où j'étais en sécurité, j'avais tout ce que j'avais pour un domaine comme ça et qui n'a pas de... Pour ces personnes-là, c'est un domaine, c'était obscur. Ouais. Mais moi, je voyais la lumière. Ce que je pouvais voir, je n'arrive pas à expliquer. Ce que je voyais au bout de l'autre côté, c'était grand. J'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai même failli. J'ai eu trop... Bon, ça, c'est du côté privé. Aujourd'hui même, il y a des choses que je n'arrive pas à dire. Quand je suis au sein de la famille, tu fais quoi maintenant? Si tu dis à quelqu'un, je fais le trading, on va te dire, le trading, c'est quoi? Quand tu essayes d'expliquer, on te dit, vos choses que vous jouez en ligne là, et vous misez l'argent et puis vous gagnez. Bon. On confond généralement au pari foot. Donc du coup, je préfère laisser les gens découvrir ce que je fais. Je n'en parle pas trop. Ouais.
Et à un moment, est-ce que tu n'as pas eu le sentiment à un moment que tu t'es trompé quelque part? Je dis après avoir raccroché ton ancien boulot, t'engager en trading. Est-ce que dans ce parcours-là, cet intervalle-là, est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas eu un sentiment de regret? C'est ceux qui étaient autour de moi qui doutaient. Mais moi, en aucun moment, je n'ai jamais douté. Parce que j'ai évalué quand je rentrais dans ce projet. Pour moi, c'est un projet. Je ne suis pas rentré tout de suite là-dedans. Et puis, quand je rentrais dedans, j'ai évalué les risques. J'ai évalué... et je me suis dit, si j'atteins tel niveau, c'est mon point de non-retour. Et quand j'ai atteint ce niveau, je ne pouvais plus rentrer. Rentrer, pour moi, était comme transformer mes efforts en conneries. Donc, j'ai décidé d'évoluer. C'est-à-dire, on paie pendant un mois, en fait, on décide d'accrocher un boulot. Le mois qui va suivre, on s'engage dans une nouvelle activité. Ce mois-là, à la fin du premier mois, quel est le résultat? Est-ce qu'il est supérieur à ce qu'on gagnait dans le boulot dont on a mis de côté? Est-ce qu'il est moins? Et quel est le sentiment si on parle après évaluation du premier mois? Je parle du premier mois. Si on parle des résultats, c'est oui, finance. Oui. Bon, rien. Rien. Il n'y avait rien. Et on n'est pas toujours découragé? Du tout. Il faut rappeler qu'en rentrant, j'ai quand même pris la peine de mettre des économies de côté. Oui. Bon, je ne suis pas rentré comme un bourrin et dit voilà, je m'avais tradé et je lâche tout. Non. J'avais un petit taxi qui circulait, j'avais des petites activités et à côté de ça, on m'appelait toujours pour des petits marchés de génie civil. Donc, s'il faut évaluer, j'étais un peu à peut-être 60-40. Je n'ai pas totalement lâché. Il y avait quand même je faisais des maîtrises d'œuvre à gauche, à droite. Ouais. Et je faisais des petits travaux, des amis et tout ça. Bon, jusqu'à mon cap qui était mon point de non-retour. Dès que je me suis dit, si je fais 1 an d'apprentissage trading et que je franchis les 1 an là, je ne vais plus rentrer. On a souvent des histoires un peu différentes et c'est pour cela que j'aime déjà bien ce podcast parce que ton histoire est atypique. C'est-à-dire ça sort un peu des normes de ce qui est présenté. On voudrait bien qu'un trader arrête son boulot lorsqu'il est sûr, lorsqu'il sait déjà, lorsqu'il se rend compte que ce boulot l'empêche de gagner plus sur le marché. Donc la grosse question est donc de savoir à quel moment, combien de mois après avoir lâché ton boulot, tu commences à jouir des fruits du trading au niveau où tu peux plus avoir le moindre remords de l'ancien montant d'argent que tu percevais chaque mois? Bon, il faut dire que j'ai commencé comme tout le monde. Hein. Il y a ce qu'on appelle la chance du débutant. J'ai eu une période très rose qui était bien. Donc, on faisait même des petites cotisations de trading et tout ça. Après des résultats chaque semaine pour essayer de monter le capital. Là, je me dis que c'était peut-être la chance parce que je ne tradais pas réellement ce que je trade aujourd'hui. Donc, j'ai eu cette période-là, peut-être 6 ou 7 mois après. Donc, c'était bien. Alors, j'ai décidé de me lancer. Mais comme tout trader qui rentre dans ce monde, j'ai eu une traversée de désert, comme tout le monde. Et après cette traversée de désert, j'ai commencé. La chance que j'ai eue, c'est que je me suis toujours retrouvé dans des communautés bien, avec des personnes bien et des personnes qui savent, qui épousaient ma vision, qui pouvaient m'encadrer dans ce sens. Donc, s'il faut dire, il faut peut-être compter, 6 mois après, j'ai eu la chance du débutant et je l'ai géré peut-être pendant 4 ou 5 mois. J'avais tout ce dont je pouvais avoir besoin pour évoluer. Mais après, la traversée du désert, bon, qui a duré vraiment longtemps. Et pendant cette traversée du désert, je ne me suis pas arrêté. J'ai continué d'apprendre, d'ajouter quelque chose dans mes compétences. Et donc, on peut dire ça a pris à peu près 2 ans. 2 ans. 2 ans. Bon.
la première phase, les 6 mois, j'ai eu la chance. Après, j'ai eu la chance de débutant. Et j'ai fait peut-être 1 an comme ça, je errais. Et puis, bon, voilà, ça a découlé. Une question un peu parfois privée, je ne sais pas si elle est trop privée, c'est aussi ton choix de ne pas la répondre. Mais c'est combien le retrait, quel est le temps de fréquence de retrait de Yuri par mois? Et c'est en moyenne combien aujourd'hui? Moi, je raisonne, bon, on peut dire en moyenne, c'est difficile à répondre. Oui, peut-être juste, c'est clair que tout trader saura que c'est très difficile à répondre de manière nette. Et le temps de retrait, tout dépend. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais je peux dire, s'il faut parler d'une moyenne, on tourne autour des 5000. Une moyenne, ça c'est une moyenne. Ouais. Moi, je ne veux pas vendre le rêve, je ne veux pas dire des choses vraiment. Mais il y a des périodes aussi difficiles où tu passes tout un mois. C'est ça le trading. Oui, tu passes un mois et tu ne fais pas de retrait, mais tu sais quand même qu'il y a une certaine compensation. Moi, je pense le trading, c'est un métier d'opportunité. Il faut savoir qu'on gagne à un certain moment et puis on perd aussi. Pas qu'on perd, on traverse ce désert-là, la fameuse période que j'appelle souvent la traversée de désert. Tout le monde passe par là. Donc, c'est un métier d'opportunité. Ce mois-ci, on peut couvrir les besoins peut-être d'un an. Et puis, le mois prochain, on n'a rien. Et donc, c'est en partant de cette analyse globale en termes de retrait qu'on part donc sur $5 000 en moyenne. En moyenne de retrait par mois. Et Yuri trade de quel actif? Je me suis spécialisé dans les indices. Et quand les indices, je ne parle pas des indices synthétiques parce qu'il faut faire la différence entre... Chaque fois que je dis à une personne, à un trader, je trade les indices, la personne voit les indices synthétiques, tout ça. Non, je me suis spécialisé dans le... Déjà, je fais le trading des futurs, et parfois des CFD, mais beaucoup plus futurs, et dans les indices US. Donc les indices qui représentent parfois un regroupement de performances. Par exemple, le SP500 qui regroupe les 500 meilleures entreprises. Voilà. Le Nasdaq qui est le regroupement des 100 meilleures entreprises technologiques voilà, des États-Unis. Donc je suis spécialisé dans les indices et je peux ajouter un peu de commodité, donc l'or, qui est un actif que j'aime bien aussi trader. Donc le Nasdaq, le SP500, le Russell 2000 et le gold. Quelques rares moments, le pétrole pour la géopolitique. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de la spécialité en trading? Est-ce que tu es de cette école ou alors tu penses que le mieux c'est d'être d'être un trader qui est diversifié dans plusieurs choses? Pour ma part, je crois qu'il faut prendre un domaine et le maîtriser. Donc, si tu n'as pas... Moi, j'ai toujours encouragé les gens à se spécialiser. Ça veut dire que tu choisis une classe d'actifs et tu te concentres là-dessus. Je vois souvent dans certains groupes où des gens, ils sont dans des indices synthétiques, ils sont dans le forex, ils sont dans les commodités, ils sont dans les matières premières, ils se retrouvent partout à la fois. Moi, quand tu me poses cette question, je vais te prendre l'exemple du SP500, des indices américains que je maîtrise très bien, même sur le couloir horaire, je suis capable de te dire, bon voilà, à une certaine heure, les algorithmes seront branchés, ou alors les US vont prendre les DEX, les administrateurs vont commencer à gérer, à envoyer la liquidité à telle heure. Et ils vont se débrancher à telle heure. Donc, ça, c'est l'avantage de la spécialisation. Mais si tu ne rentres pas là-dedans, tu ne peux pas comprendre. Donc, moi, je suis toujours de ceux qui pensent qu'il faut maîtriser un marché à fond. Il faut prendre une classe d'actifs et maîtriser cette classe-là. Et puisqu'on parle là de stratégie, quelle est la plus grande erreur stratégique que tu as commise dans ton parcours de trading? C'est de ne pas maîtriser mon track record. C'est quoi exactement? C'est fatal. Ça a été fatal pour moi. Généralement, il faut traquer les performances. Tu vois, en trading, tu vas te lancer, tu vas pas te lancer sans mesurer tes performances.
Il faut comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui fonctionne, ce qui passe et ce qui ne passe pas pour pouvoir adapter tout ce que tu vas adapter. Donc, avant, je me suis lancé là-dedans sans toutefois craquer mes performances. Je dois connaître aujourd'hui, par exemple, combien de stop-loss je peux prendre successivement. Quel est mon win rate, quel est mon profit factor. C'est très important. Donc, à se lancer dans le trading sans toutefois traquer ses performances, c'est comme naviguer sans boussole. Parce que tu n'as pas d'orientation, tu ne sais pas. Si tu es sur le moyen ou le long terme, tu es performant. Si l'actif même que tu traites te correspond, si ton système d'analyse ou ton système de trading ou ta gestion des risques même sont adaptés, donc c'était de ne pas craquer, c'est de ne pas craquer les performances. Et là, ça a directement un lien avec les performances aussi, maintenant. Et comment tu évalues de manière concrète tes performances sur le marché? L'avantage que j'ai, c'est que tous les terminaux de trading que j'utilise ont déjà un track record automatiquement enregistré. Ça veut dire sur peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois ou sur l'année, je peux suivre mes performances pas à pas et améliorer, adapter ce qui ne fonctionne pas, essayer d'améliorer ou alors d'optimiser quand ça ne passe pas. Ouais. Tu trades avec combien de stratégies? 1, 2, 3, 4, 5, ou comme tu es si expert, tu en as même 10, 20. Je suis passé presque par toutes les écoles. Je suis une personne qui recherche souvent, bon, la perfection n'est pas de ce monde, mais je recherche souvent ce qui est très bien. Alors, quand je suis rentré dans ce monde, je suis entré comme tout le monde, price action et tout ça. Et puis, il y a des concepts qui pullulent partout là-dehors, ICT, SMC, Wyckoff et tout ça. J'ai traversé tout ça. Mais il y avait une question qui revenait toujours. Comment et pourquoi les marchés bougent? Bon, moi, je me posais cette question chaque fois. Pourquoi les marchés bougent? Oui, pourquoi les marchés bougent? Et comment ça se passe derrière? Alors, j'ai commencé à partir de 2022, fin 2022, à chercher à comprendre la dynamique des marchés. Pourquoi ils bougent? Qu'est-ce qui fait bouger le marché? Comment les intervenants impactent le marché? Quelles sont les actions qu'ils posent? Donc voilà, et c'est en fonction de ça que j'ai choisi ma stratégie. Il faut dire qu'à la base, j'ai commencé par tout ce qu'on connaît. Donc price action et puis toute la hype qui allait avec. Donc aujourd'hui, je suis un trader... on peut dire order flow. Quand je parle d'order flow, je parle vraiment du flux d'ordre, ça veut dire la maîtrise des quantités avec des outils professionnels comme le tape, le carnet d'ordre, le footprint, peut-être bookmap. Donc des outils qui vont te permettre de voir quelles sont les intentions des acheteurs, quelles sont les intentions des acteurs du marché, quel est le passé, quels sont les niveaux. Aujourd'hui, je rentre dans la phase du trading des options qui impacte le trading des futurs, et le trading des futurs impacte le trading des CFD. Donc, je vais chercher un peu plus haut pour essayer de mieux comprendre et de mieux cerner certaines choses. Est-ce que ta stratégie a un nom? L'order flow, le flux d'ordre. Flux d'ordre. Le flux d'ordre dans le marché, la maîtrise des quantités. Ça veut dire derrière, c'est comme si tu rentrais en back-office des marchés pour voir les échanges entre les acheteurs et les vendeurs, donc le ask et le bid. Tu vois, c'est comme dans un champ de bataille, un peu comme un jeu d'échecs. Il y a les pions d'un côté, les pions rouges, il y a les pions bleus. Alors, il y a cette confrontation. Moi, j'aime bien voir qui domine, et en fonction de la personne qui domine, que je vais prendre des décisions, et pas n'importe où, sur des niveaux algorithmiques et des niveaux des dealers. Le trading, moi j'ai un raisonnement sur les stratégies de trading. Je prends toujours le trading comme à vie courante. Tu vois, quand tu veux traverser la route, tu dois t'assurer qu'il y a peut-être, tu es sur un passage côté, tu as des feux tricolores qui sont là, tu as le feu qui est rouge, tu as un véhicule qui s'est même arrêté, parce que c'est pas parce que tu as tous les voyants OK avec toi que tu vas t'engager directement sur la route. Donc moi, c'est ce que je vais chercher sur le marché. Je cherche à comprendre réellement comment il fonctionne. Donc c'est... Est-ce que le choix de la stratégie n'a pas une relation avec le profil du trader?
Je dirais oui. Elle n'a pas une relation? Non, je dirais non. Ok. Je dirais non. Pourquoi? Parce que je parle de moi. Au départ, je me suis retrouvé dans des trucs populaires. On dit, bon, voilà, je suis un intrascalpeur. Un intrascalpeur. Voilà. Donc, je ne raisonne pas comme un day trader, je ne raisonne pas comme un swing trader, je raisonne en termes d'opportunités dans le marché. Donc, je peux rentrer, le marché me donne une position qui me permet de prendre même un swing. Bon, c'est vrai que je supporte pas trop le swing. Moi, quand j'ai terminé ma session, je l'ai terminé. Donc, je peux prendre un trading, une position de scalping qui se transforme en day trading. Donc, c'est comme ça que je raisonne. Alors, quand tu me poses la question par rapport au profil du trader, moi, je connais des personnes qui ne peuvent pas supporter la pression que je supporte. Donc, déjà, dans mon domaine, il faut aller un peu plus speed. Il faut analyser le flux très rapidement et prendre la décision aussi très rapidement. Donc, normalement, le choix de la stratégie, du système d'analyse déjà et la stratégie de trading dépend du profil du trader. Est-ce que tu es un homme tempérant? Est-ce que tu es calme? Est-ce que tu es tolérant? Est-ce que tu supportes? Donc, ça fait partie des choses qu'il faut tenir. Il faut tenir compte de tous ces paramètres-là pour choisir une stratégie de trading adaptée à ta personnalité. Est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu prends des décisions rapides? Ça fait partie des choses. Est-ce que tu as besoin d'un peu plus de temps pour décider? Voilà, si tu as besoin d'un peu plus de temps pour décider, tu vas donc vers le swing trading. Et quelle est la place de la discipline dans ton trading? La discipline est au centre de tout. Parce que tu peux avoir cette maîtrise de tous ces concepts, tous ces systèmes. Tu peux même voir le flux d'ordre derrière. Tu peux voir qu'ici, il y a eu peut-être 200 ordres tapés, bidés. Mais si tu n'es pas discipliné, la discipline est au centre de tout. Si tu n'es pas discipliné, tu feras n'importe quoi. Par exemple, tu verras que, petite anecdote, nous sommes en 2024, j'avais 50, je sortais toujours d'une période un peu sombre. Je prends 50, je passe très rapidement des évaluations. Pourquoi la période sombre? Parce que j'avais pris une formation en trading qui me prenait beaucoup de temps, donc je ne pouvais pas à la fois suivre la formation et trader. Donc j'ai préféré abandonner le trading. Alors je me retrouve là, et ça c'est ce que j'enseigne tout le temps, la discipline est au centre des stratégies de trading. Alors je me retrouve avec 5 comptes et je commence à scaler les comptes. Ça veut dire, je prends le premier, je l'amène sur la marge de sécurité, je prends le deuxième, il va sur la marge de sécurité, je prends le matelas de sécurité, je prends le troisième jusqu'au cinquième. Alors quand j'arrive au cinquième, j'ai pris vraiment tout le temps. Quand j'arrive au cinquième, alors je décide donc de lier tous les comptes. Chez nous, c'est possible, c'est même possible partout ailleurs. Je décide de copier tous les comptes, un maître et les 4 autres en esclave. Alors là-dedans, je tombe sur les annonces, on avait NFP. Moi, je ne traite pas les annonces économiques. Je ferme toujours mes terminaux de trading. Je regarde, j'observe les annonces à l'extérieur. Pourquoi? Une parenthèse. Trop de volatilité. Et quand tu maîtrises l'order flow, tu ne touches pas les annonces. Parce que, en ce moment, ceux qui font peser le marché, ceux qui apportent la contrepartie, les dealers, ils quittent le marché, ils dégagent. C'est une loi, c'est comme ça, c'est universel. Ils dégagent, alors n'importe qui peut faire bouger le marché violemment. Donc, je ne touche pas les annonces économiques. Et il y a trop de manipulation. Il faut dire que c'est d'abord par l'information que la manipulation commence. On peut avoir des chiffres positifs d'un côté pour le dollar, mais le dollar tombe. Ça arrive très, très régulièrement. Okay. Donc, voilà, je suis arrivé, j'ai copié. J'ai vu NFP, je suis rentré bien avant. J'étais positif sur ma position. J'ai pris la peine quand même de me mettre en break-even. On était à moins 15 minutes de l'annonce économique. Je me suis dit, bon, voilà, je vais peut-être profiter de la volatilité. On ne sait jamais. L'annonce peut aller dans mon sens et aller me TP. J'ai même poussé encore le TP sur un autre niveau dealer. Mais ce qui s'est passé ce jour-là a entraîné la perte. C'était la chose à ne pas faire. Voilà. C'est la décision de trader l'annonce économique qui a entraîné la perte de ces 5 comptes. Et comme je sortais d'une période difficile,
Mon payout, c'était à peu près 1500 par contre, x 5, ça fait 7500 $. Ouais. Donc, j'ai essayé de rattraper. Deuxième erreur, j'ai essayé de rattraper la perte que je fais ce jour-là avec le slippage. Vous connaissez la latence et la connexion Internet et tout ça et les autres. J'ai commencé à courir derrière l'argent. Je disais derrière mon argent. C'est pas un argent qui ne m'appartenait pas, c'était pas mon argent. Tant que c'est encore sur le terminal trading et que tu n'as pas fait de retrait, c'est pas ton argent. Ouais. Donc voilà, la discipline est au centre. On ne peut pas évoluer en trading sans discipline. C'est vraiment, s'il y a une chose à recommander, s'il y a un truc, même avec une simple moyenne mobile, tu dis à quelqu'un, même à la grand-mère du village, tu lui dis, quand le prix traverse la moyenne mobile, prends le trade. Ah, ça, Ne moi, réfléchis. j'aime bien. Ouais. Voilà. Donc, la discipline est réellement au centre. C'est-à-dire, même avec la stratégie la plus banale, Oui. il suffit d'être constant, discipliné, et c'est très facile. J'ai envie d'ajouter, je connais un trader Takashi, je ne sais pas si tu es BNF, Ouais. un japonais, qui trade avec une moyenne mobile à 20 périodes, mais il est très discipliné parce qu'il a maîtrisé son système et il est discipliné sur sa stratégie. Il est discipliné, il est froid. Et il dit, j'ai aimé, il y a une affirmation, il dit, je préfère prendre un trade qui réunit toutes les conditions, mais qui me SL, que de prendre un trade de façon hasardeuse et puis qui me donne 100 000 $. Et quand c'est comme ça, j'ai envie de parfois demander à tous les traders, et si le trading était une discipline juste pour tester votre capacité à être discipliné? Le trading peut être tout simplement une discipline pour pouvoir évaluer. Si tu es discipliné, d'accord, tu avances. Si tu ne l'es pas, tu passes complètement à côté. Et parlant de la discipline, quelles sont les règles qui sont chères à tes yeux et dont tu ne transgresses jamais, peu importe la situation du marché ou les circonstances dans lesquelles tu te trouves sur le marché? Bon, il faut dire que tous les traders, on a ce côté émotionnel qui, peu importe le niveau où tu te trouves, on tombe toujours. Bon, parfois on essaye, on se laisse tenter, un peu comme le sucre, on te dit c'est pas bon, mais de temps en temps tu vas essayer de goûter pour voir, juste pour expérimenter. Ouais. Il arrive, mais il y a quand même des règles. Premièrement, le déplacement de mes marges, je ne les touche pas. Mon daily loss, ça veut dire j'ai un daily loss imposé par moi-même. Lorsque j'atteins ce niveau, je ne touche plus mon terminal trading. J'ai également un daily win. Lorsque j'atteins, peut-être aujourd'hui, j'espère, je me dis, si je suis à 1 000 $ de gain, par exemple, normalement, je n'ai plus rien à foutre là. Je quitte dessus. J'ai atteint ton daily win. Oui, j'ai atteint mon daily win. Ok. Je profite aussi pour dire quelque chose, c'est un petit conseil. Hein. Je regardais un documentaire de l'armée israélienne un jour. On disait sur la formation des pilotes, on disait lorsqu'un pilote a performé la veille, ça veut dire qu'il a tapé 1, 2, 3, 4, 5 cibles. Le lendemain, on ne donne pas le code PIC. Non, il n'entre pas, il ne touche pas, il va se reposer. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce moment d'euphorie, il y a toujours ce moment de... Voilà, je vais renouveler ce que j'ai fait hier. On est en surconfiance, on est. Donc, parfois, il faut savoir s'arrêter. Et moi, par exemple, lorsque je performe, peut-être la veille, je fais attention, si possible, je réduis même mon risque en 2 pour garder la tête vraiment, pour garder les émotions neutres. Wow, très belle anecdote. Quand on a performé, il faut prendre un peu une pause. Naturellement, ça permet d'avoir de l'équilibre, de ne pas perdre la lucidité. Et par conséquent, ne pas se plonger dans l'euphorie et s'emballer. Et là, j'ai une question aussi typiquement en trading. Comment est-ce que tu gères tes entrées et tes sorties sur le marché? De manière concrète, comment est-ce que ça se passe? Bon, déjà, comme j'ai dit là tout à l'heure, j'utilise des outils professionnels. Ouais. Par exemple, Bookmap. Bon, je veux parler du tape qui va me montrer des positions des gros acheteurs.
Je peux dire, et j'utilise aussi des niveaux, des supports et des résistances, mais institutionnels, des dealers, du trading gamma qui vient du trading du flux des options. Donc, lorsque je suis en position, j'arrive sur un niveau, je veux voir peut-être 3 ou 4 ou 5 événements arriver sur ces niveaux. Je vais peut-être voir une augmentation de volume, une divergence peut-être du delta, une appréciation peut-être des acheteurs ou des vendeurs à ces niveaux. Étant donné que nous sommes sur un niveau des dealers, je vais rentrer en position lorsque j'ai la confirmation du premier gros acheteur. Je rentre ou du premier gros vendeur, je rentre en position. Et mes stops, généralement, ils ne sont pas très longs. Moi, je vais dans une logique où je prends un trade. Je vais sur du 50-50. Il peut passer comme il peut cracher. Donc, je rentre en position au premier niveau, ça veut dire au premier renforcement. Si je suis en achat, au premier renforcement des acheteurs, je me couvre. Je me couvre pourquoi? Parce que devant, il y a un éléphant qui est là devant moi. Il va me protéger. Donc, je me couvre. Pour moi, la première chose, c'est sécuriser mon capital. Je rentre en position, je suis sur du 50-50. Ça peut cracher comme ça peut réussir. Et dès que j'ai un intervenant peut-être qui renforce, je suis peut-être en achat, qui renforce la position en achat, je me mets en break-even. Et derrière lui, si possible, je prends même un TP partiel, parfois. Et maintenant, mes sorties, mon plan de sortie, c'est généralement sur des niveaux des dealers. Dans des niveaux gamma, des niveaux d'exposition, ça dépend. Il y a des niveaux qui sont forts, il y a des niveaux qui sont faibles. Donc, c'est comme ça que je gère mes positions. Et à la fin, parfois, on a des win rates de fou. Et on a aussi très souvent beaucoup de stops, mais sauf que ce sont des stops qui sont très maîtrisés. Oui. Ouais. Et quel rôle jouent les indicateurs ou les algorithmes dans tes décisions? Il y a certaines personnes qui n'aiment pas entendre parler des indicateurs, mais je n'utilise pas des indicateurs, j'utilise les données du marché. Ouais. C'est différent. Ouais. Donc j'ai besoin de voir les acteurs, comment ils mènent la bataille. Donc pour moi, ces données-là sont au centre de ma stratégie de trading. Je peux pas dire que je peux pas trader sans ces données-là. Moi, j'ai tradé sur des graphiques aveugles. Il m'arrive des fois, mes terminaux ne donnent pas, ils ne s'ouvrent même pas avec les problèmes de connexion que nous avons au Cameroun. Je vais sur TradingView ou bien sur MetaTrader, je vais trader calmement ce que je connais, pure price action. Donc c'est l'avantage aussi de mon parcours. J'ai fait tout ce... Donc ces données du marché sont au centre de ma stratégie de trading. Je veux bien voir ce qui se passe derrière. Ouais. Quelles sont tes ambitions pour les 3, les 5, les 10 prochaines années? Déjà, continuer un bon entrepreneur apprend toujours. Ouais. Essayer de, comme là, cette année ou peut-être l'an prochain, surtout cette année, j'ai envie de terminer avec vraiment Bookmap. Il y a un Français que j'apprécie bien, je crois que de la communauté francophone, c'est lui qui est au niveau. Et puis... il s'appelle comment? Et il s'appelle Bronson, quelque chose comme ça. Il s'appelle Bronson. Ok. Ouais. Jean-Marc. Ok. Ok. Et il y a le premier francophone aussi qui maîtrise le carnet d'ordre, Éric Antoine. Ouais. Il n'y a pas son deux. Il est le meilleur. Dans la communauté francophone, même l'année dernière, il a fait le $1 million. Ouvertement, il est en live tous les jours, live trading. Il ne fait pas des choses derrière. Ça veut dire qu'il trade devant vous, vous voyez des performances et vous savez que voilà, c'est ce qu'il a fait sans tricher. Donc, si je peux maîtriser également le carnet d'ordre jusqu'à, pas à son niveau, mais à peu près à ce niveau et prendre le côté de Bronson, pour moi, maintenant, pour les 5-10 prochaines années, c'est de m'établir à lever peut-être un capital à 7 chiffres en dollars. Moi, c'est mon souhait, c'est ma sortie là-bas. On n'a pas souvent ces ambitions en Afrique. Qu'est-ce qui vous pousse?
Parce que je sais que c'est possible. En fonction des résultats que j'ai, je sais que c'est possible. Ouais. Je sais que c'est possible. Même si c'est pas en Afrique, il faut dire qu'on n'a pas des conditions réunies pour le faire en Afrique. On a des difficultés. La connexion. Les terminaux que j'utilise demandent minimum 50 mégabits par seconde. Mais il n'y a aucun opérateur qui propose 50 mégabits par seconde stabilisé. MTN avec sa box, Orange avec, ce sont des gens qui sont à peu près dans les 10. Et quand la connexion est saturée, ça devient difficile. On ne peut pas trader. Donc parfois, on veut sortir pour aller prendre ses avantages à l'extérieur et puis revenir investir ici. Je fais également dans l'agriculture, ça veut dire dans des années à venir, chez nous, le cacao, c'est comme un plan de sortie pour tout le monde, oui. Même si tu es fonctionnaire, même si tu es quoi, tu dois quand même passer par là. Donc, prendre ce que la bourse va me donner, investir, et si possible, pourquoi ne pas lever peut-être un fonds. Ça, c'est possible, on verra. Ouais. J'aime beaucoup ce côté-là, c'est-à-dire le trader qui prend l'argent sur le marché et qui investit dans des activités réelles de la vie qui touchent sa communauté, qui touchent la population, qui touchent le peuple. En gros, d'ingénieur en génie civil à trader, en raccrochant un salaire de 700 000 pour s'aventurer dans une activité dont pour la plupart on ne voit pas souvent très bien l'horizon. Donc quelle audace. Dans tout ce parcours d'ingénieur à trader, s'il fallait recommencer aujourd'hui, certainement il y a eu beaucoup d'erreurs dans ce parcours, il y a eu beaucoup de regrets même, peut-être au niveau de l'approche ou au niveau des méthodes. S'il fallait repartir à zéro, quel est le plan ou la meilleure voie que tu devais emprunter en éliminant tous les déchets? Et là, nos téléspectateurs voudront bien savoir. Il y a des débutants, il y a des traders intermédiaires qui veulent bien savoir la voie de ce trader-là qui atteint peut-être un niveau supérieur par rapport à eux et qui leur propose une voie un peu plus propre après avoir nettoyé tout ce qui peut être regret, échec dans le parcours. Quelle serait la voie là? La première chose, déjà, prendre un an pour maîtriser suffisamment les bases et ne pas me disperser. C'est la première chose, sans trader. Quand je dis un an, ça veut dire que je ne trade pas, je maîtrise suffisamment des bases et je cherche à avoir suffisamment de data, suffisamment de données. Deuxième chose, le trading a ses réalités. Peut-être que certains formateurs, ça c'est ce que je déplore du côté chez nous les francophones, qu'on ne dit pas. C'est un métier comme tout le reste. Donc s'il faut s'engager dans ce métier-là, il y a un ensemble de choses qu'il faut avoir, il y a un ensemble de dispositions, que ce soit le matériel, les setups de trading, à côté de la compétence, il y a un ensemble de dispositions à prendre. Donc, si je devais partir de zéro, premièrement, prendre un an pour maîtriser d'abord bien la chose. Deuxièmement, les lever un capital conséquent, parce que ça fait aussi partie des challenges des traders, lever un capital conséquent. Et troisièmement, l'environnement du trader. On a aujourd'hui, je vois les jeunes petits frères, quelqu'un qui va s'asseoir sur une dalle, sur un écran à 6-7 pouces pour trader avec, c'est pas confortable. Et même pour nos yeux, même pour nous-mêmes, il y a un ensemble de choses qui impactent. Même l'outil technique, c'est-à-dire le matériel pour trader est capital aussi. Oui, très. Moi, je dirais même que c'est parce qu'on a l'habitude de penser que voilà, le trading, c'est un métier facile, tu vas prendre ton téléphone. Un peu ce qu'on vend de l'autre côté à Dubaï. Et partout, les influenceurs, traders là, on te dit avec $100, tu rentres dans le marché, tu vas multiplier ton capital en une semaine par 2 ou par 3, par 4. Moi, je connais pas ça. S'il fallait partir réellement de zéro, premièrement, mettre quelque chose dans mon cerveau, être suffisamment compétent pour affronter les marchés, parce que je viens affronter des gars qui n'ont que fait ça.
Ils ont fait 5 ans d'études, ils ont un bac plus 5, ils sont allés dans les salles de marché, ils ont travaillé comme assistants et puis ils ont pris peut-être 10 ans d'expérience. Et ce sont ces personnes-là qu'on va affronter. Et on ne le dit pas souvent, le trading, c'est une compétition. Voilà. Et à côté, tout récemment, je voyais l'an passé, il y a la dernière carte graphique qui est sortie, la carte graphique Nvidia. C'était la 5090. Ouais. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance de calcul que cette histoire peut avoir. Donc, vous imaginez aussi les algorithmes de trading que les gars développent derrière. Donc, si on vient challenger ces personnes et qu'on n'est pas sérieux, on n'aura pas de résultats sérieux. Donc, prendre un an, apprendre le trading, apprendre à trader, comprendre la dynamique des marchés, créer l'environnement, mettre mes setups en place, créer un environnement vraiment favorable, élever un bon capital pour me permettre de travailler normalement. Donc, un chemin très facile. Et surtout, chercher des bonnes formations, parce qu'il y a aussi un très gros piège là-dedans. On a beaucoup de formations qui pullulent partout, mais on n'a pas de bonnes formations. Donc, surtout, chercher de bonnes formations. Et malheureusement, pour moi, dans la communauté francophone, ceux qui forment réellement, qui ont des chaînes, que ce soit YouTube, qui ont des comptes Facebook et autres, n'ont pas de communauté. Malheureusement, n'ont pas de communauté. Je peux citer plusieurs. J'ai parlé tout à l'heure de Zelos. Zelos partage des valeurs par rapport à peut-être quelqu'un comme Benjamin, ou qui a des centaines de mille d'abonnés. Par contre, Zelos, c'est quelqu'un, ils sont là, ils ont quoi? À peine 5000 abonnés. Mais les traders voient le nombre d'abonnés et ils donnent du crédit par rapport à ça pour définir qui est plus grand trader et qui est moins grand trader. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Malheureusement, c'est ça. C'est un peu comme à l'époque de la ruée vers l'or. On avait des vendeurs de cartes qui promettaient ciel et terre, ils promettaient beaucoup de richesses, et c'est ceux-là. Et on avait des vendeurs d'outils qui étaient là, et c'était des honnêtes. Des gars qui disaient, bon, voilà, tu achètes mes outils, ils te vendent ce qui est réel, ce que tu peux toucher, et ils te vendent au prix. Donc, voilà un peu. On arrive à la fin, merci, et nous sommes d'ailleurs certains que cela a pu édifier tous ceux qui l'ont suivi. Ton parcours est assez atypique. Dans ce parcours, on voit une personne qui s'est réinventée, d'une vie professionnelle à une vie d'aventure vers une vision qu'il a eu apportée par l'amour de ce métier-là. Et comme tu le disais tout à l'heure, ton cœur ne t'a pas trompé. Tu es aujourd'hui un trader qui est une référence pour beaucoup, et nous te souhaitons certainement plein de succès dans tes projets que tu as cités tout à l'heure pour les 5 et pour les 10 prochaines années. En tout cas, nous serons toujours très ravis de te recevoir une nouvelle fois, peut-être aussi pour parler de ces projets lorsqu'ils seront accomplis. Donc, nous arrivons à la fin de cette émission. À nous revoir très bientôt pour une nouvelle édition avec un autre trader inspirant. Vous qui êtes débutant et qui êtes passionné par le trading, il y a certainement un lien dans la description qui vous permettra d'ouvrir votre compte pour davantage apprendre et pour davantage, n'est-ce pas, dérouler votre parcours dans cette activité noble. Oui, effectivement, le trading peut changer des vies. Abonnez-vous à cette page, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer le passage de tous les traders pour qui nous déroulerons le tapis de cette émission pour vous édifier davantage. À très bientôt. Bye bye.